Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, je fais un petit voyage, direction Marseille. J'ai le plaisir d'interviewer Gabriel Guiral, le dirigeant de Prozone. Prozone, c'est une plateforme de vente de produits très spécifiques. On va tout vous expliquer. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices. De Marseille à Lille, en passant par Bordeaux ou Lyon, j'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extra-muros. À l'inverse de plateformes très connues, de marketplaces très connues qui vendent de tout, Gabriel a pris le parti d'être très spécialiste sur des produits pas forcément sexy, des panneaux de signalisation, des ralentisseurs automobiles, mais qui en fait sont hyper bien référencés et font gagner un temps fou à des professionnels. Du coup, on va comprendre comment d'un produit pas sexy, on crée un business très très rentable. Gabriel est un super ambassadeur de Marseille, j'ai trouvé mon maître, et donc vous allez découvrir tous les petits secrets de cette ville incroyable. Et pour finir, j'ai eu le plaisir d'accueillir la fille de Gabriel qui a 2 ans, qui nous a fait quelques gazouillements, vous verrez, c'est très mignon en début d'épisode. C'est parti. Allez, on est bon? C'est bon pour toi, Gabriel? Bonjour, Gabriel. Bonjour Guillaume. Ravi de t'avoir sur ce podcast sur Extramuros pour plein de raisons, mais notamment parce que tu es à Marseille, on est voisins, parce que tu as repris une très très belle boîte que tu développes avec brio, parce qu'on va parler de marketplace, qui est un thème qu'on avait déjà abordé dans Extramuros. Donc bienvenue Gabriel. Merci beaucoup, c'est un plaisir pour moi aussi. Prozone, alors, qu'est-ce que c'est? Écoute, Prozone, pour être succinct, j'imagine, parce que tu vas me poser pas mal de questions après, c'est c'est une plateforme de vente en ligne, en effet, qui a pour but de répondre à tous les besoins techniques contraints des professionnels. Typiquement, on a commencé avec le panneau de signalisation routière, qui est vraiment typiquement l'achat contraint, l'achat technique qu'un certain nombre de pros font en France aujourd'hui, qui concrètement leur est imposé par la mairie, par la réglementation française, qui sont obligés d'acheter, et ils ne peuvent pas acheter n'importe quoi, ils sont obligés d'acheter quelque chose de normé, de certifié, d'homologué. Et donc nous, on va avoir une vraie expertise sur tous ces produits techniques qui sont obligés de manière, qui sont achetés de manière contrainte par des professionnels et qui sont assez difficiles aujourd'hui à acheter sur Internet ou à peu près n'importe où ailleurs d'ailleurs. Ouais. Donc pour généraliser et expliquer de façon très, très globale, Amazon, ça peut être une plateforme qui vend de tout. Vous, de la même façon, vous êtes une plateforme, mais hyper ciblée. Où là, Prozone, t'es un pro, tu cherches un panneau stop ou un panneau travaux, c'est le bon endroit, quoi. Exactement. Tu vas peut-être le trouver sur Amazon aussi, là, pour le coup. Mais si tu veux, la grosse différence, c'est que là où tu vas en avoir 200 ou 300, alors c'est peut-être pas valable pour le panneau stop, mais pour quasiment tous les autres produits, là où tu vas en avoir 200 ou 300 sur Amazon, sur Prozone, tu en auras un seul, parce qu'il y a strictement un seul besoin en France de panneau stop, qui peut après être en aluminium ou en plastique, par exemple, mais c'est le même produit, et après tu choisis en fonction de ton besoin précis ce qu'il te faut. Et il n'y a pas besoin d'avoir une page de catégorie, typiquement avec 50 panneaux stop qui ont tous la même image, et du coup, tu es obligé de cliquer sur les 50 pour connaître la différence. C'est vraiment ça qu'on va faire de bien. Alors, pourquoi tu te retrouves là-dessus? Comment on fait pour se retrouver à vendre Pas des fait panneaux exprès. de signalisation Écoute, c'est pas de ma et faute. en faire un super business? Ouais. Ouais, non, c'est la sérendipité. J'aime bien ce mot en ce moment, c'est Mhm. cool. Mais grosso modo, je viens du nord de Paris. Je suis pas quelqu'un de très extraverti et a fortiori, j'étais pas fan de l'école, tout ça. Donc dès que j'ai un ordi vers 14-15 ans, je commence à coder. Vers 17 ans, un truc comme ça, je sors mon premier gros jeu online qui s'appelle University Manager à l'époque, qui du coup consiste à monter une école, à devoir gérer les profs, les élèves, les salles de classe, etc. C'est un jeu qui réunit, je sais plus, 20-30 000 personnes, qui fait du coup, qui contribue à mon premier argent de poche avec, je sais pas si tu te rappelles de ça, mais des allopass surtaxés. Donc en gros, Non,
Non, Non, je suis ça parle peut-être pas. plus vieux que toi. En gros, l'accès au jeu est gratuit, tu montes ton école comme tu veux. Et si tu veux, je sais pas, moi, avoir plus de profs, plus de salles, plus d'élèves, plus de pubs pour Ouais. avoir attirer des élèves, en fait, tu payes le fait d'avoir plus d'argent dans le jeu en envoyant un SMS surtaxé, ça s'appelle Ah ouais, Allopass. C'était d'accord. des numéros à 5 chiffres là, et le SMS coûtait genre 3,50 €. Et il y Hmm, avait 1 €, 2 € en fonction des Allopass qui m'étaient reversés et du coup qui te d'accord. permettaient d'avancer plus vite dans le jeu. Bref, je fais ça. Donc t'aimais pas l'école, donc tu crées un jeu pour créer des Ouais, c'est pas écoles, tant quoi. l'école que j'aimais pas parce que pour le coup j'étais super Hmm, bon à l'école, c'était hmm. plus les gens. Le problème, c'est qu'il y a eu des gens. D'accord, ok. C'est ça. Non, bah, j'étais pas super sociable, quoi. Donc, quand j'ai pu me réfugier un peu derrière mon ordi et surtout que j'ai été totalement autonome et indépendant et que j'ai pu faire vraiment ce que je voulais sans être contraint par qui que ce soit, j'ai juste kiffé, quoi. Donc, j'ai fait ça. Voilà, j'ai eu un bac S, je suis parti en prépa où là, pour le coup, j'ai vraiment dû arrêter mes folies. Ça n'a pas duré très longtemps parce que j'ai recommencé à monter des boîtes en prépa, notamment, d'ailleurs, des trucs qui n'ont pas du tout marché, notamment un concurrent à Groupon. C'était la folie à l'époque. Je voulais faire un truc un peu différent. Bref, Ouais. ça n'a pas du tout marché. Je J'ai sais pas si monté ça existe aussi. encore. Non, je sais pas. C'est une bonne Hmm, question. Mais c'est hmm. vrai que c'était la folie, quoi. J'ai monté, j'ai même construit pour le coup une machine à thé glacé instantané parce que je buvais beaucoup de thé glacé à l'époque et ça me rendait fou de devoir mettre des glaçons dans un thé chaud si tu voulais l'avoir tout de suite parce que du coup, tu n'avais plus un goût de thé glacé mais un goût Les, de thé les... glacé au glaçon. Bref, Ouais. no spoiler, ça n'a pas marché. Voilà. Désolé. Bon, j'ai fait plein de trucs comme ça. Bref, j'ai redoublé ma deuxième année de prépa. J'ai fait une troisième année de prépa où là, je l'ai un petit peu bossé, même si c'était très très difficile Hmm. de rester focus et pas de me disperser. Et donc, j'ai choisi du coup d'intégrer une école d'ingénieur en informatique en me disant que je pourrais enfin Hmm. Et m'amuser, pas faire deux, parler trois aux gens. trucs. Ah, ouais. Accessoirement pas parler aux gens et surtout ne pas devoir trop aller en cours parce que j'étais censé déjà savoir faire Ouais. ce que j'allais apprendre, quoi. Bref, donc je fais ça en l'occurrence dans une boîte dans une école qui s'appelle l'ENSET à Toulouse. On est en 2011, 2012, un truc comme ça. 2012 même. Non, même 2013, pardon. 2013. Et le deal un peu avec mes parents, qui voient que je prends une école, bon, où j'aurais pas besoin de trop travailler, c'est quand même que je sois Hmm. autonome financièrement. D'accord. Et donc, pour être autonome financièrement, le seul truc que je sais faire, c'est coder. Donc, je me lance sur le bon coin, jeune étudiant, crée site de e-commerce pas cher, en l'occurrence 300 Mhm. euros. Euh, et je crée comme ça pas mal de sites pendant toutes mes études, une centaine environ. Mhm. Euh, voilà, Toujours à j'en 300 crée. balles? Ouais, je me Mhm. rappelle pas avoir augmenté le prix. Alors par contre, j'ai proposé de plus en plus de Mhm. packs d'options, Ah, ce qui m'a et permis d'augmenter Allopass. mon panier moyen. Non, là, Ouais. ça aurait pu. Non, en l'occurrence, tu vois, quand je crée un site à 300 euros, en fait, il y avait juste le site vide et il fallait mettre les produits. Et il y a des Hmm. personnes à qui je crée le site qui voulaient pas mettre les produits, qui n'avaient pas le temps ou quoi que ce soit, qui étaient prêts à me payer pour le faire, typiquement. Ouais. Voilà. Donc ça m'a permis un peu d'augmenter mon panier au fur et à mesure du temps. Et j'en ai notamment créé un pour un poseur de panneaux de signalisation à l'époque à Beauvais, dans le Nord, Hmm. qui s'appelait à l'époque donc My Signalisation, qui est un des seuls qui a marché, sur lequel j'ai fait de la maintenance durant toute la suite, hein, durant mon école d'ingé, durant mon double diplôme après à Sciences Po Paris en marketing et stratégie de l'entreprise, Mhm. et même durant ensuite, pour le coup, mon tout petit parcours professionnel, qui était en l'occurrence un poste de data scientist dans une boîte qui avait des réseaux télécoms pour le trading haute fréquence. Et c'était à San Francisco, pour le coup. Ouais. Voilà. Ça t'a nourri, Donc, San Francisco, par rapport San à Francisco, la oui, tech, à cet ouais, écosystème? même Ouais. juste à la vibe, je sais pas comment appeler ça autrement, Mhm. mais à mort, extraordinaire. Mhm. Extraordinaire, ça m'a donné une. Alors, je pense pas que j'aurais dit comme ça à l'époque parce que j'en étais même pas conscient, mais ça m'a mis une grande claque quand même, hein. C'est Dans quel tellement sens? différent d'ici, dans plein de sens. La première, c'est que, alors, ça a des avantages et des inconvénients, hein, mais tu te retrouves quand même dans un écosystème avec énormément de gens brillants, parce que c'est un endroit qui attire vraiment tous les meilleurs de la planète, en tout cas dans mon secteur. Alors, ce qui veut dire que du coup, il y a beaucoup de gens qui sont clairement sortis du système et c'est moche à voir au sens propre du terme. Après, quand tu travailles et que tu es que avec des gens brillants, franchement, c'est juste génial. Surtout dans un contexte qui est un contexte qui est un peu les valeurs des États-Unis que tu connais, où tout est possible, où la liberté est gigantesque, où en fait, concrètement, tous les rêves sont juste possibles, quoi. C'est juste fascinant. C'est fascinant et ça m'a vraiment, c'est un truc, tu vois, que j'ai vite voulu retrouver.
et que j'ai en partie retrouvé d'ailleurs à Marseille, mais je pense qu'on en reparlera après. Dans tous les cas, je me retrouve là-bas, j'ai l'opportunité d'y rester pendant un long moment d'ailleurs, et j'ai en même temps l'opportunité en fait de racheter une partie de ce site internet de signalisation là que j'avais fait, dont j'étais pas du tout propriétaire, hein, c'était juste un site que j'avais fait en tant que freelance. Et je prends la décision avec ma femme à cette époque-là, qui veut elle aussi rentrer en France, qui a aussi un G qui travaille aussi en Californie, de rentrer en France et de racheter, racheter une partie de cette boîte que en fait je vais racheter entièrement par la suite. Donc, Voilà, en t'étais resté gros, en comment contact fonctionne avec. notre offre. Ben ouais, c'est beaucoup plus clair. Merci. Tu étais resté en contact avec le dirigeant Ouais, et bah pas le choix, il y avait de la tu. maintenance à Ouais. faire, ouais. Mm, mm. Voilà. Et c'est là où tu te dis, bon, en fait, il faut que je passe la main et t'es le mieux placé. Ouais, en fait, il se rend compte que quand je fais des choses, ça a un impact assez important sur la boîte. Il veut que je fasse plus de choses. Il me propose concrètement des conditions les meilleures possibles. Alors, même si évidemment mon salaire enfin, change énormément de la Californie à une boîte qui n'a pas d'argent, qui peut max me payer un SMIC, quoi. Mais le challenge est vraiment trop cool et donc j'accepte et je me mets à plein temps sur ce projet. Et tu dois sortir, toi, du cash quand même Non, pour racheter. Non, voilà. Donc, non, non, c'était non. plutôt. Il Non, avait envie de non, transmettre il a et. été. Ouais, et puis de transmettre et puis de Hmm. favoriser aussi le projet qui fonctionnait bien avec mon expertise. Et je ne sais pas Ouais. si vous entendez un peu le bruit derrière moi, Non, mais non, tout va on bien. aura peut-être un Ça petit peu va. de bruit. Ok. Ouais. Pas de souci pour l'instant. Ah, Ce ouais, qui un devait peu. arriver arriva. Alors, pour les auditeurs, je ne sais pas si ça sera coupé au montage ou pas, mais j'ai ma fille qui a dû rester aujourd'hui chez moi et qui, évidemment, s'est réveillée de la sieste à l'heure à laquelle elle ne se réveille jamais. Donc voilà, Et j'ai une qui fille. veut participer au podcast, vous êtes deux, Totalement. c'est Elle bien. adore les podcasts depuis C'est qu'elle est ma née. Elle première a que 2 ans interview. maintenant. Ma première interview de bébé. Voilà, elle est merveilleuse. Elle s'appelle Anna. Super. Ouais. Bienvenue dans le podcast, dans le monde du Merci. podcast. Bienvenue Extramuros. Je réponds pour elle. Bon, et du coup, donc là, on est en quelle année quand tu reprends Prozone? Alors, euh, À là, peu on près. est en Euh, 2019. Et tu as Et, déjà cette niche signalisation, tu sais que ça ouais, marche. ouais. Alors, c'est un peu particulier. En fait, on a du panneau. En effet, ça marche parce que concrètement, il y a des commandes tous les jours. Par contre, j'ai absolument aucune espèce d'idée de pourquoi ça marche. Je ne comprends pas. J'ai fait vraiment beaucoup de sites. J'en ai fait pour des trucs divers et variés que tu peux même pas imaginer. Il y en a genre quasiment aucun qui a marché, quoi. Il y en a deux autres qui ont un peu marché. Ouais, bah, j'ai tout fait. J'ai fait les sextoys, j'ai fait tout ce que tu peux imaginer. J'ai fait les médicaments, c'était l'ouverture des pharmacies en ligne à l'époque. J'ai fait de la lunette, j'ai fait du meuble, j'ai fait du matelas. J'ai fait de la cigarette électronique, j'ai fait d'accessoires nautiques, bref. En tout cas, dans les deux autres, je pense qu'ils ont marché. Pas pendant très longtemps, il y en avait un, c'était un site de vente en ligne illégal de parfums tombés du camion en Espagne. Ça marchait très bien, mais ça a aussi très vite plus marché. Normal, je pense, après. Cela ne me regarde pas. Voilà. Et il y avait un site qui existe toujours d'ailleurs pour le coup, ça, même si bon, c'est pas un truc qui fait énorme croissance, mais une marque de stand-up paddle qui s'appelait Golden Board de mémoire. Donc tu sais de comprendre pourquoi Prozone ça marche. Ouais, ouais, c'est ça, exactement. Pour comprendre, je me dis c'est assez simple, il faut vraiment que je mette mes mains dans la boue et que je fasse tout moi-même pour comprendre en fait quels sont les facteurs clés de succès, qui sont nos clients, pourquoi ils achètent nos produits, pourquoi ils les achètent pas ailleurs, où est-ce qu'ils les achetaient avant, enfin tu vois, les basics du business et accessoirement parfois de la tech, mais c'était plutôt du business évidemment. Donc je m'occupe du service client, mail, téléphone, chat. À l'époque c'était 6h, 23h, 7 jours sur 7, y compris samedi, dimanche. Mhm. Donc c'était un peu lourd. Je m'occupe Il n'y a pas évidemment de des salarié, du fournisseurs. coup? Non, non, je suis tout seul, tout seul. Tout seul, tout seul. Ouais. Tout seul, tout seul. Je m'occupe évidemment de la gestion des commandes, de les envoyer aux fournisseurs, du SAV quand la commande n'arrive pas ou quoi que ce soit d'autre. Je m'occupe des mises à jour de prix, je m'occupe potentiellement des nouveaux produits quand il faut le faire, je m'occupe de la facturation, de la comptabilité, des devs, etc. J'automatise naturellement tout ce que je peux automatiser parce que ça me prend énormément de temps. Et il y a un Mhm. moment à partir duquel je travaille vraiment trop et clairement j'ai envie de recruter. Là, on est en 2020. Et ce que j'ai oublié de te dire quand même, c'est que le rachat de la boîte s'est fait en 2 temps et que la première chose que j'ai fait quand j'ai tout racheté, que je me suis vraiment retrouvé tout seul aux commandes, c'est que je suis parti à Marseille. Parce qu'en fait, à l'origine, Mhm. quand j'ai rejoint la boîte, elle était toujours à Beauvais. Ouais. Voilà.
Ce qui amènera sûrement une question de ta part sur pourquoi Marseille juste après, j'imagine. Mais On va se faire je une te bonne laisserai la partie poser. là-dessus. Ouais, ouais, on va finir sur Prozone Ça va, et on va aller sur ça avec plaisir. ça va. En fait, c'est comment avoir une boîte sexy avec un produit pas sexy, sauf Ouais, si toi tu. ce qui est plutôt une bonne nouvelle généralement, Hmm, ouais, hein. Ouais, ouais. généralement, produit sexy rime assez souvent avec concurrence. Hmm, Du coup, c'est assez difficile sur un environnement ultra concurrentiel qui est en gros en France Google, parce qu'ils ont 80, je sais pas combien, 93% du marché. Donc quand tu es 150 000 à revendre le même produit versus quand tu es 5, c'est quand même très 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 différent, quoi. Et il y a un truc que j'aime bien raconter, surtout à des fournisseurs pour le coup, hmm. pour bien qu'ils comprennent notre modèle et nos problématiques, c'est qu'aujourd'hui, Internet, c'est un peu comme si dans la vraie vie, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça que notre monde marche à nous dans le digital. Euh, c'est à peu près comme si tu avais un seul marché en France qui avait le droit de vendre des tomates et que dans ce marché-là, tu as absolument tous les producteurs de tomates et tous les revendeurs de tomates qui sont tous au même endroit, au même moment, généralement Hmm, avec la même tomate, hmm. plus ou moins au même prix. Pour faire ton marché là-dedans, c'est extrêmement compliqué. Ouais, donc t'arrives en étant tout seul à quand même analyser les facteurs clés de succès de Prozone. Ouais, c'est ça exactement. Et je comprends deux, trois trucs, mais un gros truc qui va être fondateur, c'est que sur Internet, quand tu as un achat contraint technique, tu as le choix entre un spécialiste qui va être généralement assez cher parce qu'il a des entrepôts, des commerciaux de terrain, etc. Et accessoirement qu'il a un site internet, hein, bien sûr. Mais tu as aussi le choix de la marketplace où potentiellement il y a vraiment tout. Typiquement, comme tu disais tout à l'heure, Amazon Mano Mano. Mais qu'entre les deux, tu n'as pas trop de sites avec un contenu vraiment clair, avec strictement un seul produit par besoin et un service téléphonique. En gros, comme un spécialiste qu'on appelle VPCiste dans le jargon, un vendeur par catalogue qui d'ailleurs lui a cette qualité de contenu vraiment initialement du fait qu'il devait imprimer un catalogue qui lui coûte une fortune à cause du papier et des frais d'envoi, mais qui pour autant, ce site-là, soit vraiment au prix de marché, comme une marketplace qui en fait utilise la concurrence pour avoir vraiment des prix corrects. Et je me rends compte en fait indirectement, mais que c'est ce qu'on a fait sur le panneau de signalisation, avec, euh, avec finalement un achat contraint technique B2B qu'on a vendu de manière hyper claire, exactement comme un VPCiste, avec un seul produit par besoin, extrêmement bien expliqué, un super service téléphonique. Du coup, t'es la nouvelle version du catalogue du professionnel. Le voir comme ça, Ouais. mais qui s'est un peu disrupté et Hmm, qui, entre guillemets, n'a pas tenu compte très concrètement dans ses prix de vente de tous ces coûts de structure de l'ancien monde. Parce qu'en soi, hmm. le catalogue clair du VPCiste, il n'y a pas trop de, je veux dire, on n'a rien refait, ça existait déjà, tu vois. Là où on a vraiment créé une grosse différence, c'est que concrètement, les VP6 qui avaient des catalogues avec des prix particuliers écrits sur leur papier, ils ne pouvaient pas le lendemain ouvrir un site internet avec d'autres prix. Hmm, C'était business en parlant, pas possible. hmm, C'était vraiment on est dans le cas typique de la disruption, quoi. hmm. Fallait se tirer une balle dans le pied, perdre tous tes clients catalogues et tous les passer techniquement sur le digital en perdant 30 ou 40% de ta marge. Mais enfin, personne ne l'a fait, évidemment. Et ouais, on est un peu la nouvelle version du VP6, nouveau monde, sans coût de structure et avec un coût marginal nul. Le tout dans une espèce d'atmosphère de surautomatisation, optimisation à tous les niveaux, qui nous permet d'avoir des prix franchement très, 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 très serrés et de proposer à nos clients le produit qu'ils sont obligés d'acheter, le bon produit, je dirais même, au bon prix. Du coup, je sais que tu as une vision aussi de ce qu'est le bon produit et qu'il il y a un côté citoyen chez toi et chez Prozone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Il reste pragmatique, tu vois, il n'est pas citoyen juste pour être citoyen. On a quand même une énorme chance, c'est d'avoir beaucoup de produits normés qui, du coup, sont forcément fabriqués en France. Mais en effet, il y a 70% de catalogue qui vient de France pour la simple et bonne raison que chez nous, dans nos process, un produit qui est ce qu'on appelle fabricable en France est forcément expédié de France, sans restockage, sans relivraison. Je dis ça parce qu'il y a en effet un grand nombre de concurrents, si on peut appeler ça des concurrents, qui centralisent absolument tout le stock à un endroit et du coup, en fait, ils ont double frais de port, double frais de stockage, ce qui fait partie d'ailleurs de leur coût de structure élevé. Euh, mais, euh, mais en effet, on économise énormément de trajets inutiles, à la fois au sein de la France et à la fois évidemment en termes d'import, avec voilà, ce catalogue qui est vraiment sourcé très localement. Je ne vais pas dire qu'on n'a comment dire, aucun mérite, parce que dans tous les cas, c'est des produits qu'on a encore la chance de savoir fabriquer en France parce que ça n'a pas été exporté, enfin, je sais pas comment on appelle ça, euh,
comment on appelle ça quand une usine elle se délocalise. Voilà. Ça n'a pas été délocalisé, mais c'est vrai qu'on y fait vraiment super attention. Et là, pour le coup, quand on a des produits non fabricables en France, ça va être souvent le cas de produits en plastique ou des produits à très très faible valeur ajoutée en métal. Dans ce cas-là, en effet, c'est de l'import. Ouais, ça fait écho à l'épisode hyper intéressant que je vous invite à l'écouter avec Greenwiz, où en fait on a cette notion de multilocal et en fait si tu veux vraiment avoir l'impact minimal, eh bien autant laisser les produits là où ils sont et les consommer évidemment le plus près du lieu de production. Exactement. Et notre système, il est fabriqué pour ça, parce que quand tu vas sur Prozone, comme tu le sais, donc du coup, tu as un seul produit par besoin. Mais pour autant, derrière un produit, tu peux avoir 3, 4, 5, 10 fabricants différents qui fabriquent le même produit avec les mêmes specs. Et en fait, en tant que professionnel qui a un achat contrainte, on n'a rien à faire, toi, d'avoir 10 fois le même produit sur ta catégorie. Donc, manuellement, concrètement, nous, on fait en sorte de rassembler les produits pour que tu n'aies pas à choisir des choses qui n'ont aucun intérêt pour toi et qui, derrière, nous permettent d'optimiser tout. Et en particulier, le transport, l'impact du transport et concrètement son pendant financier qui est le coût des frais de port. Vous êtes combien aujourd'hui? On est 35 à peu près, là. En 2 ans et demi, on 35, est ouais. passé de 1 Ouais. à 35. Donc tu passes de 1 à 35 parce que tu as un marché national qui explose, c'est ça? Alors, pour pas mal de raisons, en fait, si tu veux, je suis resté seul, comme je disais tout à l'heure, un peu plus d'un an là pour comprendre Mm. comment ça marchait. J'ai essayé de commencer à recruter. Tous mes premiers recrutements, franchement, ont été assez mauvais. Bon, je pense que c'est un vrai truc à apprendre et je pense que tu me contrediras pas. Ah ouais. Et puis il y a pas de formule magique non plus en Non, plus. en Donc, plus, mais vraiment, les mm, premiers, c'était assez cata, quoi. Si j'avais voulu faire pire, je mm. suis pas sûr que j'aurais réussi. Mais voilà, les premiers recrutements, on va dire à peu près réussis. Là aussi, t'as trouvé quelques conseils Ouais, que tu peux donner? ouais, carrément. Alors, ça reste, je sais pas si le mot est exact, mais ésotérique ou philosophique. Mm. Mais Mhm. si tu veux, quand même, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à un moment, c'est de me poser avec moi-même, de réfléchir à qui je suis, ce que je veux, ce que j'aime pas, et ensuite Mm. de faire le pas de me découvrir durant l'entretien et de demander à la personne en face de se découvrir aussi, quoi. Ouais. À partir de ce Donc tu, moment-là, quand tu, même, c'est tu es plus proactif sur le sujet. C'est toi qui mets en avant les valeurs, du coup, quelque part, de ce qui est important pour toi, quoi. En savoir-être, au-delà du savoir-faire. exactement. Ouais, tout à fait raison. Mais ça a été un parcours personnel avant tout, parce que je savais pas en fait tout début de mes recrutements, qu'on pouvait pas travailler avec des gens avec qui on n'était pas aligné, avec des gens avec qui on courait pas dans la même direction. Et en fait, c'est strictement impossible. C'est juste, c'est pas possible. Donc, si tu n'annonces pas au moment du premier entretien dans quelle direction tu cours et pour quelle raison tu vas là, c'est compliqué, quoi. Il y a assez peu de chances qu'on se retrouve à courir dans la même direction, à la même vitesse, etc. après. Tu as des exemples concrets c'est quoi? C'est sur le rythme de travail, sur la façon de travailler, de communiquer? Plus, ouais, sur la façon de travailler, sur même si ça va loin, même sur les leviers de motivation, sur ce sur quoi ils vont être jugés par rapport à leurs objectifs, sur pourquoi ils vont avoir tels objectifs et pas d'autres objectifs. Euh, il faut qu'ils comprennent que ça fait partie d'un projet global, qui a des valeurs et qui a un objectif alors, pas final, parce qu'en vrai, il change au gré voilà, des ans, etc. Mais il faut qu'ils comprennent que c'est un tout et que c'est cohérent et qu'on a vraiment besoin de courir tous dans le même sens, quoi. À partir de là, tu commences, pour moi, à pouvoir faire des recrutements qui marchent bien, avec peut-être un détail supplémentaire, c'est que pendant un long moment, pour le coup, on avait cette fameuse, à mon avis, que plein de boîtes ont, prise de recommandation, qui pour moi était un calvaire parce qu'en fait, à chaque fois que j'appelais quelqu'un dont on me donnait, enfin, quelqu'un qui devait me donner une reco sur quelqu'un qu'on voulait recruter, la réponse était tout le temps la même, c'est oui, cette personne est super, ou c'est bon, allez-y. Alors, j'ai jamais eu quelques personnes qui m'a dit ouais non, surtout ne la recrutez pas quoi. J'ai jamais eu ça et en même temps c'est normal, c'est tellement biaisé quoi, c'est très compliqué. Et du coup, plus le fait que certaines personnes qui postulaient étaient encore en poste, du coup tu pouvais pas parler à leur manager parce qu'ils savaient pas qui partait. Enfin, bref, très compliqué. Du coup, on a changé et on a fait un truc qui marche vraiment bien, que je conseille franchement à pas mal de monde pour le coup. C'est un truc qui s'appelle chez nous l'immersion. Et en gros, on paye parce que ça coûte tellement cher de se tromper que ça coûtera toujours moins cher de payer le trajet, que ce soit du train ou rarement de l'avion pour le coup, mais du train ou quoi que ce soit d'autre à des personnes qui sont arrivées au stade 2, 3 de nos recrutements selon les postes. Et en fait, ils viennent passer une demi-journée avec nous. Ils ont pas mal d'entretiens, mais surtout, alors c'est souvent moi qui le fais encore, mais ça peut ne pas être moi pour le coup. Euh,
On va chercher à manger ensemble à la fin des entretiens, tu vois, midi, un truc comme ça. Donc là, on sort totalement du cadre formel de l'entretien qui est franchement, moi, j'arrive pas à prendre des décisions juste avec ça. C'est trop compliqué pour juger de l'humain sur un truc formel, c'est pas possible. Et donc, on va chercher à manger, on sort totalement du cadre formel. Et ensuite, on mange tous ensemble avec donc cette personne-là et l'équipe. Et ça lui permet déjà à elle de voir concrètement si ce que je dis est vrai et comment ça fonctionne chez Prozone. C'est quand même pas du tout, pas du tout anodin. Et moi, ça me permet aussi de voir cette personne comment elle est dans la vraie vie, et en dehors total du cadre formel du recrutement qui est un peu c'est difficile quoi. C'est que du signal faible du coup, et donc il faut vraiment être à l'affût total. Je pense que c'est un vrai métier en ayant les bonnes questions, en voyant les bons signaux faibles, que dans tous les cas je suis pas capable de faire. Enfin, il faudrait que j'aie fait 10 000 heures de ce truc-là pour pouvoir peut-être le faire. Et sortir de ce cadre, moi ça me permet d'être en moyenne un peu meilleur, je crois. Ouais, une bonne pratique. Nous, on fait un gros boulot en amont de job description, de fiches de poste. Voilà, c'est pas non plus la solution miracle, mais ça permet sincèrement de se poser la question du rôle, voilà, et du périmètre que l'on attend de cette nouvelle recrue, qui est évidemment toujours amenée à bouger. Il y en a qui prennent vraiment la pleine mesure de ce poste-là et déborde. Il y en a qui ont du mal à cocher toutes les cases alors que c'est demandé. Mais c'est quand même hyper important parce que du coup, la personne est vraiment attendue parce qu'il y a un vrai besoin. Et il n'a pas l'impression qu'on a poussé les autres pour faire de la place pour lui, mais parce que c'est souvent dans des boîtes en croissance des nouveaux besoins qu'on arrive à assouvir. Et après, nous, on a une grosse phase d'onboarding où la personne voit tout le monde, enfin quasiment, du terrain au siège. On appelle ça le vie ma vie. Et ça permet là aussi de bien découvrir la réalité du terrain quand ils ne sont pas sur le terrain après. Et après, avec pas mal de questionnaires. Après, on a toujours des entretiens annuels, voire trimestriels, mais on a rajouté un truc récemment qui est la feuille de route aussi, qui permet au lieu d'avoir juste des objectifs quantifiables que tu mesures sur une année, mais d'avoir des temps de passage avec une feuille de route un peu plus qualitative que quantitative, et qui est un bon point de repère, bon sujet de discussion lors des points trimestriels. C'est ce qu'on a mis en place. La feuille de route, elle est annuelle avec... on peut la revoir en milieu d'année. C'est une sorte d'OKR, d'Objective and Key Results qu'on a un peu refait à notre sauce avec le manager qui décide les objectifs et les Key Results et le salarié qui lui va mettre ses initiatives pour atteindre ça. Le fichier est public en interne, donc tout le monde voit ça et ça permet de mesurer l'avancement aussi des autres et de voir identifier assez vite aussi les points de frottement, là où les équipes doivent se rejoindre pour être efficaces et avancer tous vers le même objectif. Mm-hmm. Ok, super intéressant. Voilà, petite recette Newton. Yes, merci. Donc tu me disais 35, vous avez grossi. Ouais, assez vite en fait, je t'ai pas dit comment d'ailleurs, mais en gros quand je comprends un peu cette espèce de proposition de valeur qui peut avoir du sens là, euh, entre le VP System et la Marketplace, l'idée c'est de dupliquer en fait tout simplement ça sur tous les produits qui font partie de cette catégorie des achats techniques B2B. Et en gros j'en identifie à peu près 25 000. Et à partir de ce moment-là, mon but c'est de rentrer les produits le plus vite possible. Donc de recruter. Et donc dès que je gagne 1 euro, enfin, en l'occurrence un peu plus d'1 euro, je recrute une nouvelle personne. Dès que j'ai l'argent pour, je réinvestis littéralement tout ce qu'on gagne dans, dans des ressources humaines pour faire grossir notre catalogue. Ça peut surprendre de faire un épisode avec toi. La boîte n'est pas connue et ça vend des panneaux de signalisation, mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles tu es là et ça en fait partie. C'est que pour une boîte digitale, Internet et la French Tech, ton premier truc, c'est pas d'essayer d'avoir levé des fonds pour aller sur Facebook ou LinkedIn et l'annoncer. C'est que toi, c'est le bon sens paysan appliqué au digital. On a 1 euro, on le réinvestit et on fait grossir prudemment, quoi. Ouais, je vois un peu de là, pour le coup.
C'est à moitié d'origine véronaise. On est fait de famille de Mhm. fermiers. Donc je viens pour le coup de là. Ah, tu vois, J'ai je même savais été pas. moi-même agriculteur pour le coup. Ah, bah, tu vois. J'ai eu un petit moment de ma vie où je me suis un peu cherché et c'était en fait, en gros, c'est entre le moment où j'ai acheté toute la boîte et où je savais pas si j'avais acheté tout. Mais je suis Mhm. devenu agriculteur et j'ai monté la première filière de goji frais en France. C'est Ah des ouais, petites baies, des superfruits. Je les sais pas baies de si tu vois ce que goji. c'est, trucs qui, Ouais, voilà, qui ouais, poussent les en goji. Chine, au Tibet. Mhm. Ils sont marqués bio, mais pas bio du tout, et qui en plus arrivent séchés, donc sans nutriments. Je me suis dit, ça serait pas trop bête de le faire en frais et d'essayer de le faire en France, d'autant plus qu'il y avait un labo à Toulouse qui venait de, une rencontre fortuite, qui venait de produire une espèce de goji qui poussait en France et qui était super intéressante Mhm. au niveau de ses propriétés. Et voilà, donc je suis accessoirement, et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si je devrais totalement fermer ce truc-là, je suis agriculteur. Donc je suis vraiment paysan. Ah, tu vois. Alors, voilà. Il y en a qui disent que je suis pas psychologue. Tu vois, il y en a qui disent. Alors, je l'ai senti, tu vois. Voilà. Je savais pas ça. Non, surprise. Bon, mais voilà, il y a d'autres. Mais c'est une des tes particularités, c'est que voilà, il y a cette croissance raisonnable, mesurée, et une discrétion aussi, de façon plus globale. Là, je suis ravi de t'avoir sur le podcast, parce que du coup, on t'entend pas beaucoup, malgré le succès de ta société. Tout à fait. Ouais, non, c'est un peu volontaire pour le coup. Enfin, volontaire. Ou en tout cas, c'est pas volontaire d'aller chercher de l'exposition. Euh, je suis un peu, pour le coup, je reste, alors certes un paysan, mais aussi un tech derrière son ordi. Et c'est vrai qu'une de nos obsessions, c'est non pas, je sais plus comment ça s'appelle, mais d'avoir des vanity metrics. Ça te parle ce terme-là? Voilà, nous, notre but, c'est de faire un truc qui fonctionne et fonctionner dans le système dans lequel on est aujourd'hui en France. À un moment, un des indicateurs, c'est clairement est-ce que c'est rentable et de combien c'est rentable, quoi. Et on essaye de pas trop se mentir, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu annonces comme Matrix, ou sans te faire annoncer des trucs que tu veux pas annoncer. Non, non, il n'y a pas de gros, de gros trucs. Je réfléchis, ouais, de gros secrets, mais en gros, on fait 100% croissance tous les ans depuis 5 ans maintenant. On va plutôt faire enfin, un x3 qu'un x2 cette année. Donc voilà. Alors, la vraie croissance, elle arrive il y a 2 ans et demi, hein, quand je commence à recruter en gros. Mais du coup, en 2 ans et demi, on passe de pas grand-chose à plus de 10 millions aujourd'hui d'euros de chiffre d'affaires avec pour le coup, une belle renta. Alors ça, je crois que c'est secret. Mais ouais, on est bien rentable, c'est cool. Ouais. Et l'objectif, vous avez donné un objectif à 5, 10 ans? Ouais, à peu près. Si tu veux, c'est un peu le code Mm, mouillé, ça, sur mm, Internet. Mais mm, en gros, notre marché aujourd'hui, à terme, sur les 25 000 produits dont je te parlais tout à l'heure, c'est un marché de 15 milliards. mhm. Euh, en n'étant pas trop mauvais, je pense qu'on peut faire plusieurs centaines de millions dans 4-5 ans. Ouais. Voire Uniquement en un peu moins France? même. Uniquement en France, ouais, on commence à réfléchir à d'autres pays, mais pour l'instant, c'est quand même une priorité pour moi d'être solide en France. Tu vois, j'ai pas envie de faire l'erreur que j'ai vu beaucoup de monde faire pour le coup. Et d'ailleurs, moi-même, le premier, j'ai voulu déjà attaquer d'autres pays il y a 2 ans, alors qu'en fait, la France marchait. C'est pas qu'elle marchait pas, c'est qu'elle marchait, mais qu'il y avait encore plein de problématiques à corriger. Typiquement, notre organigramme, les fiches de poste qui n'étaient pas finies, les objectifs précis, les primes sur objectifs, enfin, truc bête. Mais à un moment, il faut créer un modèle d'entreprise avant d'essayer de le dupliquer. Alors, j'avais certes un modèle de business, mais j'avais pas de modèle d'entreprise. Et là, je commence maintenant à avoir les deux. Et je suis pas encore à 100% pour le coup sur le modèle d'entreprise. Et accessoirement, être un troisième critère, c'est que je pense qu'il faut faire un certain chiffre et avoir une certaine renta sur un pays pour pouvoir se permettre de perdre de l'argent potentiellement sur un autre parce que ça marche pas forcément. Même si je pense que je serais mort si jamais ça marche pas. Enfin, en tout cas, ça marche. Je veux dire autrement, si ça marche pas, c'est que je suis mort parce que je lâcherai rien. Mais non, mais ben, enfin, c'est un peu l'histoire de Prozone, de ma vie, de la vie, je pense, de quasiment n'importe quel entrepreneur. Mais c'est vrai que je lâche rien de rien de rien. Donc il y a assez peu de chances que ça marche pas parce que je ferai tout pour que ça marche. Mais pour autant, si ça marche pas, il faut quand même être un peu solide dans un pays parce que sinon tu fais tomber ton truc comme un château de cartes, quoi. C'est arrivé, je pense, à beaucoup d'entrepreneurs et c'est un truc auquel il faut faire attention. Tu as parlé de modèle, c'est là, ça m'intéresse d'aller sur le modèle de la marketplace. Ouais, Déjà que tu nous définisses ce que c'est un mot ouais, anglais, une fois de plus, là, ouais. qui a une sorte de vanity word. Yes, bah, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'utilise, non? C'est en vanity total parce qu'on n'est pas une marketplace en vrai. Hmm.
Le marketplace, grosso modo, je t'embraye direct, mais c'est vraiment juste une plateforme d'intermédiation où tu laisses des vendeurs vendre et des acheteurs acheter. Euh, Nous, on laisse certes des acheteurs acheter, mais on laisse pas du tout des vendeurs vendre, puisque c'est nous qui choisissons qui. Alors, je vais utiliser un mot horrible qui n'a pas d'équivalent, je crois, en français, mais c'est nous qui curatons de la curation, curater. Ça s'entend dans le domaine de l'art, mais vraiment que là-bas, quoi. Mais c'est nous qui curatons, si le mot veut bien exister, qui faisons la curation de tout notre contenu, c'est nous qui construisons nos catégories, c'est nous qui choisissons quel produit on pousse pas, avec quel contenu, etc., etc. Et c'est nous qui, du coup, en amont de ça, évidemment, analysons les besoins qui vont faire que, comme on veut strictement un seul produit par besoin, on ait par exemple 100 modèles différents de poubelles, mais seulement 3 modèles de ralentisseurs. La réponse, petit aparté à ce truc-là, elle est assez simple, c'est que quand tu prends des cahiers des charges, des appels d'offres ou quoi de ralentisseurs routiers, c'est tout le temps en fait défini avec la même chose, c'est défini avec des vitesses, en l'occurrence 15, 30, 40 km/h. Donc il n'y a absolument aucune logique qui justifie d'avoir plus que 3 ralentisseurs voie privée sur un site internet. Donc on n'en a que 3, on n'en aura jamais un de plus, là où Amazon en a 800. Par contre, une poubelle, en fait, c'est défini par des critères de design et improbables. Donc concrètement, même si tu as deux poubelles qui se ressemblent mais qui ne sont pas les mêmes, ben, on est obligé de proposer les deux. Donc on a une tonne de poubelles qui, en soi, sont le même besoin, mais en fait non, parce que le design est un besoin. Là où on a 3 ralentisseurs routiers. Et je me suis perdu dans ta question, je suis désolé. Je disais ça pourquoi Marketplace, est-ce que c'est Marketplace? Ouais. Et du coup, on fait vraiment le choix de nous strictement maîtriser le contenu, exactement non pas comme une marketplace, mais comme un retailer. Et donc, en fait, si je dois juste nous comparer à une marketplace, nous, on est moitié marketplace, moitié retailer, dans le sens où à la fois, on laisse pas n'importe qui vendre n'importe quoi, mais pour autant, chaque vendeur peut avoir sa place sur notre site ou pas, si on a choisi de la lui donner ou pas. Et elle est faite de la même manière qu'une marketplace, dans le sens où un même produit peut partir de plusieurs endroits, plusieurs fabricants, avec une buy box entre guillemets. Donc la buy box, typiquement sur Amazon, c'est l'espèce de machin à droite où en fait, quand vous cliquez sur ajouter au panier, il y a une espèce d'algorithme qui choisit de quel fournisseur ça va partir, qui généralement dépend de deux gros critères, un le prix et deux sa note de vendeur sur Amazon, quoi. Et donc on a à peu près le même système chez nous. Euh, mais de manière totalement opaque pour le client parce que pour un B2B, un professionnel qui a un achat contraint, généralement il en a littéralement rien à faire de savoir d'où ça part. Lui, ce qui l'intéresse, c'est quel prix, quand. Ouais, sauf s'il a une conscience éco et qu'il se dit qu'il a envie que que ça vienne de pas trop loin quand même, quoi. Ouais, enfin, dans tous Mm. les cas, notre algo fait forcément que ça vienne pas trop loin parce que les frais de port, Voilà. a fortiori sur des produits quasiment tous lourds dans notre Mm. catalogue, sont Ouais, directement ouais. discriminants dans le prix. Par contre, tu as des produits, par exemple, chez nous, on propose une version française, une version européenne, par exemple, et Mm. où, pour le coup, comme ça répond aux mêmes besoins, c'est sur la même fiche et c'est à l'acheteur de choisir quel impact il veut avoir parce que malheureusement, il y en a qui veulent du prix, il y en a qui veulent de l'impact et on est Mm. obligé parfois de répondre aux deux. Ouais, pour continuer sur le sujet de marketplace, merci pour cette définition, un lieu où des vendeurs peuvent vendre et des acheteurs acheter. Toi, j'ai compris, tu étais plutôt la version 2.0 du catalogue du professionnel qui t'as bien choisi tes produits et du coup, quand l'acheteur vient sur cette plateforme, euh, il y a de la qualité en face, c'est sûr, il y a une promesse qui est là. C'est juste pour réfléchir ensemble à ceux qui nous écoutent et qui ont un business actuel et qui se disent, tiens, comment est-ce que je peux plugger une marketplace? Est-ce que ça peut apporter de la valeur ajoutée? Souvent, enfin, si je prends un exemple plus précis, je vends un service ou un produit. Est-ce que tu peux te dire, c'est une bonne idée de coller une marketplace, c'est-à-dire de proposer non seulement mon service et mon produit, mais tout l'environnement autour, quand bien même, ben, j'en suis pas, moi, ni le fabricant, ni le producteur. Je pense que ça dépend de deux choses. Mm. La première, c'est de la capacité, soit de ton SaaS, soit de tes devs, à organiser le truc proprement pour pas que ce soit un énorme bordel sur ton site. Ce qui, Mm. pour moi, est très compliqué. Et honnêtement, j'ai rarement vu quelque chose de propre. Franchement, je trouve que c'est Mm. assez dégueu quasiment tout le temps. Et d'ailleurs, typiquement, je sais pas, quand je passe des commandes sur Leroy Merlin, parce que parfois il faut que j'en passe pour des trucs un peu plus précis qu'on n'a pas ou quoi, le premier truc que je fais, c'est j'active le vendu par Leroy Merlin en haut à gauche, quoi. Direct, direct, direct. Vraiment, je pense que ouais, sans exception. L'autre truc qui est important, je pense, T'actives, du coup, attends, juste... Ah ouais, tu veux que ce soit...
C'est ça? Tu Bah, actives quand c'est sur Leroy dans Merlin, les j'active filtres? Ouais. exactement. Ouais. J'active le Ok. filtre vendu par Leroy Merlin. Donc, entre guillemets, pour la typologie de clients que je peux peut-être représenter, c'est vrai que la marketplace, c'est plutôt un truc négatif que positif. Pour autant, il y a clairement des trucs que tu trouves pas chez Leroy Merlin, où Hmm. j'ai dû, même si c'est rare, utiliser la marketplace Leroy Merlin. Et clairement, s'ils n'avaient pas été une marketplace, j'aurais pas acheté chez eux. Donc, Hmm. ça peut être utile, ça peut ne pas être utile. Je pense qu'il faut vraiment faire attention, tu vois, à comment c'est codé concrètement, quel est l'UX et l'UI de ce truc-là. L'autre chose qui est importante, je pense, dans une marketplace dans laquelle tu donnes là, c'est que ça marche seulement si tu as une marque forte. Parce qu'en fait, le concept de marketplace, c'est quoi? C'est de proposer directement à l'intérieur de ton site tous les produits potentiels qu'un client pourrait vouloir. Autrement dit, d'être une espèce d'alternative à Google, si je caricature évidemment, où Hmm. du coup, tu n'as plus besoin de taper ce dont tu as besoin sur Google, mais que tu le tapes directement sur Leroy Merlin, sur Mano Mano, etc. Autrement dit, ça c'est juste relatif de manière stricte à la puissance de ta marque et à ce qui fait que tu vas être euh, en, euh, en première position dans l'esprit des clients potentiels que tu as qui vont non pas aller sur Google mais aller sur ton site. Donc c'est Hmm. pertinent typiquement pour moi, pour Leroy Merlin qui est vraiment, je Hmm. pense, j'avais plus le mot de mes cours de marketing là en first, comment ça s'appelle ce truc-là? Tu sais, tu demandes à des gens à quelle marque ils pensent quand ils pensent à du cola. Ouais, c'est le spontané qui sort. Ouais, c'est Ouais, ça, ouais, l'auto-spontané, ouais. un truc comme ça, là. Hmm, hmm, Bref, hmm. quand tu es en La auto-spontané sur un notoriété. sujet, Hmm. voilà, exactement, Ouais, c'est ça a top beaucoup de of sens d'être une mind. Ouais, marketplace. Voilà, ouais. top of mind, c'est ça que je cherche exactement. Hmm. Quand tu es top of mind, je pense que ça a vachement de sens. Quand tu l'es pas, c'est pas si évident que ça. Hmm, hmm. Il y a un vrai sujet, parce que dans tous les cas, le concept de marketplace et le concept de bordel ne peut pas ne pas abîmer ta marque. Hmm, hmm. Si tu Non, fais nous, on perdre du temps à des a. gens, Ouais, bien sûr. Non, non, mais nous, justement, l'idée, nous, avec chez Newton, nous, donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, on a des immeubles de bureaux et des TPE, des PME, des grands groupes viennent chez nous et on a mis en place une petite marketplace où tu peux acheter des éléments de déco, tu peux aller acheter ce dont tu as besoin pour améliorer ton espace de travail, une cloison phonique, une lampe, que sais-je. Et ça vient du coup un peu compléter ton offre de service pour amener une personnalisation, du coup une fidélisation et surtout un gain de temps, quoi. Voilà. Et pour ça, on l'a pas développé nous-mêmes, on sait pas faire. Moi, je suis là-dessus, on est assez différents. Et on a produit là, une appli, en l'occurrence Witco, qui nous fait plein de choses, qui permet de passer de l'info, faire du ticketing et signaler un problème dans l'immeuble, mais aussi qui propose cette marketplace par exemple, sur lequel on a listé quelques produits qui peuvent être pertinents et qui sont aussi dans notre ADN, quoi. On n'est pas allé chercher mais des du coup, vous êtes un peu produits le top of pourris. mind de votre truc. Alors, dans le sens où, certes, ils vont Mm. peut-être pas aller sur votre site en allant chercher ce qu'ils veulent, mais en Mm. fait, le fait qu'ils soient vos clients font que vous allez pouvoir, C'est ça. eux les pousser sur votre site. Ça revient dans ce que je te dis à être top of mind. C'est juste qu'ils vont pas le chercher sur Google, mais Mm. ils vont directement chercher chez vous parce que dans tous les cas, ils sont déjà clients chez vous et que ça a du Mm. sens, du coup, de proposer un écosystème autour de ça. Ça a vachement de sens. Ouais. Et c'est là où on avait fait un épisode alors, du coup pas Miracle, mais on avait fait cet épisode avec Miracle, qui est pour le coup un champion français Ouais. de ces marketplaces. Yes, qui est tout à fait admirable. C'est vraiment top ce qu'il fait. Ça fait aussi, franchement, nos affaires, parce que du coup, on se retrouve à être, je pense, un des derniers sites peut-être de France, ou en tout cas, ça sera le cas bientôt, qui est à la fois bientôt généraliste, je sais pas si on peut dire qu'on l'est déjà, mais qui n'est pas une marketplace, quoi. C'est vrai qu'en fait, on se retrouve sur un truc assez uniformisé désormais avec tous nos concurrents potentiels qui sont ou qui vont être incessamment sous peu des marketplaces, où du coup, si tu as un client qui veut pas trop de choix et faire vite, bah, c'est pas hyper simple, quoi. Alors Marseille, Ouais, Marseille. pourquoi vous êtes là? Comment tu passes de Beauvais à Marseille? T'as pris un low cost, t'es arrivé à MP2. C'est Du coup, exactement ça. ouais. C'est ça, parce qu'en plus, Ryanair de Paris est à Beauvais. J'ai regardé les destinations, j'ai fait Ouais. Marseille, c'est ça. Pas loin. Non, écoute, c'était le retour de Californie qui a été très dur, forcément. Mm. Donc tu voulais une ville au bord de l'eau avec des Ouais, collines. ouais. Le pont, ça te Et, plaisait pas, mais et du soleil. Du soleil, du soleil, du ouais, soleil. du soleil, de la lumière. Bah Ouais. ouais. Et ben, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Accessoirement, j'avais mes Mm. beaux-parents qui étaient à Aix. Donc on se dit quand même, c'est pas pourri d'être à côté d'eux. Mais non, ouais, franchement, Marseille, soleil mer montagne, quoi. Tout simplement.
tout simplement. D'autres trucs quand même qui n'étaient pas aussi vrais. Ouais, ouais, franchement, pour le recrutement, je ne savais pas. À l'époque où j'ai bougé, j'avais aucun feeling de savoir si ça allait être positif ou négatif. Il se trouve que ça l'a été, mais honnêtement, c'est grâce au Covid. J'avais pas prévu le Covid, hein, spoiler, pas du tout. J'avais pas prévu du tout. Mais c'est vrai que ça nous a vachement aidé. Et, euh, et non, j'aurais dû, purée. Enfin, ça, c'est le regret de ma vie, tu vois. J'ai pas prévu le Covid. Euh, mais euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, tout ce qui est temps, en effet, voilà. Et un autre truc quand même que j'ai vachement pris en compte et qui est genre trop cool à Marseille et qui, à mon avis, devrait encore plus exploser parce que pour le coup, là, ça fait 2 3 ans que ça commence vraiment sérieusement à exploser. C'était que c'est une ville qui est en moyenne vraiment pas très chère au niveau de l'immobilier, au niveau de beaucoup, beaucoup de choses, au niveau de toute façon enfin, du coût de la vie. Et du moins par rapport typiquement à Paris, à Bordeaux, à Cannes, je sais pas à quelle autre ville, a fortiori au bord de la mer, je peux comparer. Mais c'est quand même une ville où tout est possible, une ville avec une très 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 grande ouverture d'esprit. Et, euh, et aujourd'hui, ça se voit. Alors, je sais pas s'il y a des Marseillais qui nous écouteront, mais typiquement au Courju ou des trucs comme ça, où moi, je retrouve un bout un peu de. Alors, j'habitais pas à San Francisco même, j'habitais à Oakland, pour la petite histoire, donc un peu l'espèce de Brooklyn de New York, où il y a essentiellement des taggers, des artistes, enfin, de la culture, mais au sens populaire du terme. Ouais, ouais, c'est ça. Et, exactement, urbaine. Et tu retrouves vachement ça à Marseille, mais sur tous les niveaux, aussi bien culturels que financiers, que sociaux. Et tu as un mix de population qui est dingue, avec des trucs qui se créent qui sont improbables. Et sincèrement, c'est génial. Et je suis pas sûr et certain qu'il y ait ça dans beaucoup d'endroits en France. Je connais pas toute la France, je connais même rien du tout. En tout cas, à Marseille, il y a ça. Et c'est vraiment super parce que ça nous met dans un environnement de créativité qui est, à mon avis, très 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 pertinent déjà pour notre business et pertinent même dans l'époque à laquelle on vit, où au final, ce qui a quand même beaucoup beaucoup de valeur, c'est la créativité dans un monde qui sera bientôt régi par ChatGPT. Euh, Ce qui est cool, c'est de faire des choses qu'un robot ne sait pas faire. Et une partie de Marseille est en plein dedans, donc ça m'enchante. Et puis accessoirement, c'est sûr qu'on a pu acheter des bureaux trop cool. On a aujourd'hui un bout d'hôtel particulier en plein centre-ville, à 2 minutes d'un métro, avec un énorme jardin en plein sud, 200 mètres carrés, 4 mètres 50 de hauteur sous plafond. Enfin, c'est vraiment juste génial, quoi. Les propriétaires de ça, et on n'aurait jamais, jamais, jamais pu, je pense, dans aucune ville de France, avoir ce genre de bien-là au bout de notre 5e déménagement en 3 ans, quoi. Ouais. Écoute, tu es du coup un très très bon ambassadeur. En plus, comme tu n'es pas Marseillais, tu sembles plus objectif que moi, donc tu fais très Parfois. bien. Bravo, bravo. Mais c'est vrai que il y a encore une identité, une authenticité dans cette ville. Ouais, tout à Et fait. qui a plein de défauts, hein. Tous les Au défauts de la quotidien, qualité, tout ne fonctionne pas. sans exception. Tout ne fonctionne pas, évidemment. Mais Je sais pas si t'es allé à la gare mm. Saint-Charles ces derniers temps, Non, par j'évite parce hasard. qu'il y a, pour ceux qui, voilà, je sais pas quand vous écouterez le podcast, mais il y a une grève, en effet, Voilà, des c'est de éboueurs. ça dont je Alors voulais parler. déjà, ce qui est assez fou, c'est que tu as une grève des éboueurs et c'est assez récurrent depuis 2 3 ans. Et Mhm. ce que je ne comprends pas, c'est que pourquoi quand tu es dans le métro, tu te sens obligé de jeter ton gros sac de McDonald's Ah, je là, comprends pas. juste Ouais, là où il y a une grève. par terre. Donc tu as mes copains marseillais, arrêtez. Cette ville est magnifique. Gabriel va nous faire Ouais, un portrait incroyable. Mais voilà, il y a ça un donne petit pas envie, sujet de hein. Là, les pauvres civisme. gens qui arrivent à la gare Saint-Charles, sincèrement, Hmm, c'est une décharge géante. Il n'y a pas ouais, d'autre mot. J'ai ouais, jamais vu ça de ma vie. C'est un truc ouais, de malade mental. Ça fait de la peine, franchement, quoi. ouais. C'est un truc de fou. Il y a Et des centaines, des milliers de sacs McDo par terre, tous éventrés, les Mac, qui je sais coulent pas dans tous les pourquoi. sens. Ouais, De Carl Junior, pardon, c'est plus du McDo maintenant. Mais ouais. je sais pas comment ils ont fait pour remplacer McDo ces gens-là d'ailleurs, mais bref, c'est un autre sujet. Ouais, donc ouais. Et parfois elle est parfois autant désespérante cette ville Ouais, que ce ouais, qu'elle est enthousiasmante. c'est ça. Mais c'est ce qui Mais fait que voilà. tout est possible et du coup, moi, je l'accepte Hmm, vraiment avec plaisir. ouais, ouais. Mais c'est un choix. Euh, Pour le coup, je pense on peut détester Marseille et je le comprendrais hmm, totalement, quoi. C'est hmm, une hmm. ville qui est clivante et à mon avis qui va le rester, hein. Ouais, ouais.
faudrait peut-être même. Bon, ce truc qui n'est pas clivant, c'est qu'il y a les plus grands clubs de France, voire même de foot. Ouais, non, d'Europe, ouais, tu peux dire. De foot du D'Europe, monde, ouais, du monde, un des plus grands du monde. Voilà. Je suis d'accord. Ça, c'est le seul truc où tu peux pas débattre. Voilà. On est d'accord. Pas de débat, terminé. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur Prozone, sur ton aventure, sur Marseille, sur les marketplaces, sur les grèves, Non, je crois qu'on est pas trop mal. On a réussi à recruter en faisant voilà, ce package que Marseille concrètement nous a permis de faire. Il n'y a évidemment pas que ça qui joue, il y a aussi vraiment toute une approche de désavantages qui sont un peu liés évidemment aux conditions de vie que les gens qui nous rejoignent veulent avoir. Pour autant, comme tu l'as compris, on a quand même une forte croissance, des ambitions assez importantes, donc tu peux imaginer que c'est compliqué de travailler un jour sur deux, mais on a réussi ouais, voilà, à trouver un équilibre qui plaît pas mal et qui nous permet voilà, de recruter beaucoup. Si j'avais par contre demain 100 personnes à recruter par an versus 20, 30, 40, je sais pas si ça serait facile honnêtement. Manifestement, la CMA, CHGM, l'espèce de grande tour, plutôt pas mal d'ailleurs, que je trouve pas mal personnellement, arrive à faire. Ouais, tout à fait, ça a dit, ouais. Ils arrivent à le faire chez la CMA, donc je pense que c'est possible. Pour autant, je dois reconnaître que trouver typiquement des profils très précis avec des expériences longues ou pas longues, mais alors on va dire 4-5 ans sur des sujets précis qui soit veulent bien déménager à Marseille, soit sont déjà à Marseille, franchement, c'est super compliqué. C'est super compliqué et à mon avis, à Paris, on serait allé beaucoup plus vite en recrutement. Je dis ça, je me trompe peut-être parce que j'ai jamais eu de boîte à Paris, mais et voilà, c'est vrai que ça reste une ville où essentiellement il faut attirer les gens parce qu'il y a un peu tout à faire quand même, quoi. Ouais. Bah, moi, j'ai jamais recruté vraiment de codeurs, de développeurs qui semblent être vraiment la denrée rare. Mais dans beaucoup d'épisodes extra-muros, j'ai entendu que ces talents-là sont à Paris, mais qu'il y a une concurrence telle que bien souvent, c'est ce qui a motivé le move, le déplacement vers une ville de région où il y avait un écosystème, alors déjà un peu plus établi qu'à Marseille, avec ce que tu viens de décrire, où justement il y a déjà soit des concurrents, soit d'autres boîtes qui sont dans des univers connexes, qui ont déjà à peu près ces talents-là, qui permettent de bouger, de recruter. Et en même temps, le pas de côté. Je sais que c'est Anaïs de Live Mentor qui nous en avait parlé. Elle me dit, bon, j'étais une des premières à arriver, donc c'est aussi un avantage quand tu veux... à Aix, pardon, quand elle est une des premières à être arrivée à Aix-en-Provence. Ça a été aussi un avantage pour elle, mais l'écosystème est naissant. Je sais que la French Tech où tu es fait du boulot là-dessus. Et on salue Julie Davico d'ailleurs, qui était aussi passée sur le podcast. C'est vraiment un écosystème utile, intéressant, important. Ouais, vachement. C'est pas Marseille, juste un hein, coq non, non, pour le coup, sur une veste. encore une fois, j'ai pas fait d'autres villes, mais Mm. Marseille, c'est quand même une ville de réseau où, grosso modo, historiquement, c'est quand même une ville qui s'est construite sur l'immigration, sur un grand nombre de personnes qui parlaient pas français, qui avaient juste en fait besoin de vivre ensemble pour pouvoir, je vais être un peu, peut-être, ouais, non, même pas, je crois pas que je vais être, je crois pas être extrémiste, mais c'est une ville où chacun avait besoin de l'autre pour pouvoir survivre en fait. Parce que c'est des Mhm. personnes qui arrivaient avec rien après le génocide arménien d'Arménie, et enfin, ça a été un peu l'histoire de. Je peux témoigner, oui. Tu témoignes? Oui, oui, toute la famille de ma mère. Ouais. Ouais. Ok, moi aussi, Mm. famille de ma mère et puis Mm. toute la famille de Mm. ma femme qui est arménienne pour le coup. Ok. Et, et je pense qu'en fait, cette caractéristique de Marseille-là, elle se retrouve aujourd'hui dans la capacité qu'ont tous les Marseillais à se rejoindre, à se rassembler au sein de réseaux extrêmement divers et variés. Alors, je n'ai jamais vu de stats là-dessus, mais je suis assez persuadé qu'en moyenne, un Marseillais fait partie de plus de réseaux qu'à peu près n'importe quel citoyen de n'importe quelle autre ville française. C'est symptomatique de cette ville et tout le monde s'organise tout le temps en réseau. Et donc, alors, il y a des avantages et des inconvénients, hein, comme à chaque fois, mais c'est vrai que euh, à Marseille, l'association, donc qui est vraiment un cas spécifique de réseau, je trouve marche hyper bien. C'est le cas de la French Tech, où du coup, très très vite, c'est très dynamique, quoi. Alors, il se trouve qu'en plus, en l'occurrence, c'est le cas de la French Tech, il y a des présidents, des directeurs, en l'occurrence généraux, des directeurs généraux même, parce que c'est une fille, euh, qui sont assez exceptionnels. Donc, ça encourage encore plus à fonctionner. Mais
honnêtement, il y a un système associatif, un système de réseau à Marseille qui est impressionnant. Ouais. Encore une autre raison de venir ici. C'est vraiment facile de s'y intégrer, quoi. Ça dépend des réseaux. Il y a des réseaux qui sont plus fermés que d'autres, évidemment. Mais, a posteriori, et je disais pas ça d'ailleurs quand je suis arrivé, parce que pour le coup, quand je suis arrivé, je me disais, oh là, tout le monde est dans son réseau. Si moi je suis pas dans un réseau, en fait, je connais personne. C'est pas vrai, en fait. Je change pas mal d'avis sur ce sujet-là. Et en réalité, ces réseaux sont assez accueillants. Il faut juste faire la démarche de vraiment vouloir y entrer. Et une fois qu'on est dedans, ça fonctionne, quoi. Ouais, il suffit d'acheter un maillot de l'OM. Voilà, je voulais pas le dire, mais bon, on est d'accord. C'est une blague, c'était du second degré. C'est une blague. Juste une gourmette. Ça aussi, c'est une blague. Ouais. Ouais. Bon, comment tu profites de la région quand tu bosses pas? Donne-nous toi tes. Non, je ne peux pas répondre à cette question parce que je bosse tout le temps. Tu bosses tout le temps, c'est Non, ta non, passion, du coup. Tu t'occupes de tes non. enfants, du coup, de la Ouais, famille. plutôt. Non, Mm. qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais au manège, au parc de la Colline Puget. Ouais. Ouais, et encore, il n'y a plus de manège au parc de la Colline Puget, donc je fais une bêtise. Je vais au jeu du parc de la Colline Puget et je vais au manège du parc du Pharaon. Et de temps en temps, je vais au parc Borély, je vais sur les plages du Prado, je vais dans les Calanques. Ça fait longtemps que je suis pas allé parce qu'avec une petite de 2 ans, c'est compliqué. Mm. Mais ouais, il y a pas mal de choses à faire. En hiver, c'est sûr qu'on va au ski. On profite vraiment de après tout ce qu'il y a à faire. Et en particulier, et pour le coup, c'est le truc que j'aurais dû dire en premier, de toute la nouvelle vague de restaurants Mm. un peu, je sais pas comment appeler ça, créateurs. Ouais. C'est vraiment cool, quoi. Dans les deux, Mm. trois dernières années, il y a quand même beaucoup de. J'adore manger, Mm. c'est mon côté mignon. Il y a vraiment plein de trucs trop bons qui sont ouverts, quoi. Ouais, Ouais. c'était pas mal de trucs, mais notamment juste à côté du bureau, il y a un restaurant qui s'appelle Cédra pour les Mhm. Marseillais et les non-Marseillais qui ont envie de venir Mm. manger quelque part, mais juste allez-y, quoi. C'est juste trop bon, quoi. Et des prix, comme d'hab, à Marseille, c'est vraiment raisonnable par rapport au travail qui est fourni, par rapport à la qualité des produits. Et il y en a plein, quoi. Il y en a 20, 30, 40, je pense, aujourd'hui, que tu pourrais mettre sur une liste. Et c'est juste un bonheur d'avoir ça dans une ville où je trouve que c'était pas exactement la même chose il y a 4-5 ans. Bon, ben, on attend la liste alors. Avec plaisir. Merci Gabriel et à très Merci à bientôt. toi. À bientôt.